Il n'y a qu'un pays au monde où l'on puisse croiser ces silhouettes. L'Australie s'est choisie pour emblème un animal bien singulier, le plus grand des marsupiaux. On ne présente plus le kangourou. Une précision toutefois, car il en existe une soixantaine d'espèces, nous allons suivre principalement le kangourou roux, le plus répandu. On comprend l'étonnement des premiers explorateurs découvrant cette créature. Un lévrier qui bondit comme un cerf ou une gerboise, mais en beaucoup plus grand. Voilà comment James Cook décrivit un kangourou, aperçu lorsqu'il débarqua sur cette terre inconnue. Le fait est qu'il pourrait sortir des pages d'un bestiaire fantastique. Postérieur énorme, buste chétif, bras trop courts, tête de lièvre, et une queue de plus d'1 mètre qui lui sert tantôt de béquille, tantôt de balancier. Il se déplace à une vitesse moyenne de 20 à 25 km/h, 40 km/h en vitesse de pointe, 60 parfois sur de courtes distances. Nous sommes dans le sud de l'Australie, ce bush aride où la température dépasse les 40 degrés en période de sécheresse. Le kangourou roux s'y est fort bien adapté. A-t-il trop chaud? Il se lèche les avant-bras pour les humidifier. La salive en s'évaporant rafraîchit le corps. Comme les plantes qu'il mange contiennent 20 à 30% d'eau, il peut se passer de boire assez longtemps. Mais s'il sent une mare non loin de sa route, il fera le détour pour s'y arrêter. Ces bras d'eau qui subsistent à la saison sèche s'appellent des billabongs, de providentielles oasis pour les espèces vivant dans le bush. Bien souvent, les kangourous doivent supporter des consommateurs un peu braillards, des Cacatoès corella. Amateurs de grands rassemblements et d'activités de groupe, ils s'installent à l'aube sur un perchoir idéalement situé pour boire. Cette femelle a été rejointe par son petit. Âgé de 2 ans à peine, il est encore craintif et effrayé sans doute par les bruyantes ablutions des Cacatoès. Bonnet blanc et blanc bonnet. Chez les Cacatoès corella, le mâle et la femelle sont rigoureusement identiques. Unis pour la vie, les couples, une fois concentrés sur leur nichée, se tiendront à l'écart des grandes foules. Seuls les jeunes immatures, n'ayant pas encore trouvé l'âme sœur, continuent à sortir en bande. L'aurore s'est retirée pour laisser place au grand jour. Les kangourous vont regagner leur troupe. Ces silhouettes pressées, des grues. Cette espèce tropicale, la grue antigone, utilise avec élégance son extraordinaire envergure de 2,40 m. Avec une telle surface portante, les grues peuvent voler à près de 80 km/h. C'est-à-dire qu'il ne leur faudrait que quelques jours pour parcourir les 3000 km qui séparent le sud aride des luxuriantes forêts ombrophiles du Queensland à l'ouest de l'Australie. Dans ce décor émeraude, un artiste va entrer en scène. C'est lui, le paradisier de Victoria. Il a choisi son perchoir le mieux exposé, celui qui reçoit assez de lumière
pour mettre en valeur les reflets irisés de son plumage. C'est qu'il veut être vu et entendu par le plus de femelles possible. En voici une qui semble intéressée. Maintenant, le grand jeu. C'est un bon début, mais la femelle en attend davantage. Très surprenant chez le paradisier de Victoria, la différence de livrée entre le mâle et la femelle. Il en est ainsi de tous les oiseaux de paradis. Les mâles dépensent leur énergie en plumages extravagants ou parades spectaculaires. Ou les deux. Les femelles, dans leur tenue discrète, se posent en juge. Elles choisiront pour partenaire l'artiste le plus performant. Elles n'ont pas toujours l'œil tendre, mais tant qu'elles s'attardent non loin du perchoir, rien n'est perdu. Celle-ci est très hésitante. Elle a besoin d'une seconde parade pour se décider. Le prétendant va donc remonter sur scène et bisser son numéro. C'est gagné, la voilà sous le charme. La femelle a succombé, mais en sachant à quoi s'en tenir. Dans la famille des oiseaux de paradis, les séducteurs séduisent et s'accouplent. Un point c'est tout. Pondre, couver, nourrir la nichée, c'est l'affaire de la femelle. Le mâle n'est bon qu'à plastronner. Encore faut-il avoir des avantages physiques et un certain talent pour se donner ainsi en spectacle. Les oiseaux qui n'ont pas tout cela ont inventé d'autres façons de faire leur cours. L'un d'eux officie dans cette même forêt, au rez-de-jardin. Il s'agit justement d'un oiseau jardinier, l'oiseau satin. Comme son plumage manque un peu d'éclat, il compense en misant tout sur ses talents de paysagiste. Voilà plusieurs jours qu'il travaille à ce berceau nuptial. 2 rangées de brindilles formant une sorte de portique. Il estime apparemment son ouvrage terminé car il vient de ramasser une magnifique graine, une offrande qui devrait achever de séduire cette femelle. Hélas, rien de tout cela ne lui a plu. Le mâle doit envisager des améliorations.
Cet édifice n'est pas destiné à la ponte. Le nid sera construit par la femelle seule, dès qu'elle aura été fécondée. Il s'agit plutôt d'une garçonnière pour des amours de passage. Très important aussi, la décoration de la dite garçonnière. L'oiseau satin la veut à dominante bleue, couleur qui rappelle les reflets de son plumage et semble plaire aux femelles. Tous les bibelots qu'il peut trouver aux alentours font l'affaire, pourvu qu'ils soient bleus. Cette fois, c'est parfait. Il ne manque que la femelle pour venir approuver le chef-d'œuvre et accepter de s'accoupler avec son auteur sous la tonnelle. On est aux antipodes de ce raffinement chez les kangourous. Pour eux, les manœuvres de séduction se résument en un mot, la bagarre. Prouver que l'on est un partenaire sexuel valable, c'est savoir boxer. Remarquons au passage que les femelles de l'espèce kangourou-ourou ont le pelage nettement plus gris que les mâles. Ces kangourous forment des groupes d'une dizaine de femelles sous l'influence d'un mâle dominant, lequel doit régulièrement défendre sa suprématie contre des congénères qui aspirent autant que lui à s'accoupler. Chez toutes les espèces de kangourous, ici des kangourous de Tasmanie, les combats rituels sont censés confirmer la position du mâle dominant ou au contraire, consacrer l'intronisation d'un rival. Mais les choses ne sont pas toujours aussi claires. Même si le chef de la harde a consolidé sa suprématie, il arrive bien souvent que d'autres mâles s'arrogent illégalement le droit de cuissage sur les femelles. Résultat, celles-ci doivent subir le harcèlement continu d'une kyrielle de contrevenants. La femelle étant bien plus petite que le mâle, un kangourou, aussi épris soit-il, se doit d'observer une règle d'or. Ménager sa cavalière. Éviter de malmener l'objet de son désir. Persévérer sans s'énerver. Voilà à quoi mène ce besoin tenace qu'ont les mâles de transmettre leur gène. Ils profitent de ce que le chef de la harde est occupé ailleurs pour assouvir leurs instincts. Mais il faut se dépêcher et les femelles ne coopèrent pas forcément.
Celui qui attend son tour est tiraillé entre la hâte de passer à l'acte et la crainte de se faire surprendre. Il fallait s'y attendre, le maître du harem a surpris un tricheur. Les pugilistes s'obligent à respecter des codes assez stricts, notamment l'interdiction d'utiliser leurs puissants membres postérieurs et leurs griffes qui pourraient déchirer l'abdomen de l'adversaire. Le différend est tranché. Le mâle dominant garde sa place. L'autre n'a plus qu'à quitter le ring jusqu'à la prochaine occasion de l'évincer. Une plage proche de Darwin, à l'extrême nord de l'Australie. Ils ont attendu la marée basse pour entamer leur parade de concert. Ce sont des crabes violonistes. Et voici leur auditoire. Une femelle. C'est elle qui a donné le la par sa simple présence. On a comparé la grosse pince asymétrique de ces crabes à un violon que le musicien tient pareillement sur le côté, d'où ce nom de crabe violoniste. Une femelle, une seule, pour autant de candidats. Cela finit par exacerber les rivalités. Et plutôt que d'accorder leur violon, en voilà qui croisent le fer. Le vainqueur se rapproche de son trou et se restaure à l'aide de sa petite pince. L'autre est trop grosse pour ce travail de précision. Voilà une autre espèce de crabe violoniste, avec une pince moins glamour. Une femelle s'est montrée sensible à son charme, mais n'est pas tout à fait décidée. Peut-être va-t-elle accepter de venir visiter sa galerie? Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à faire cette proposition. Et le temps presse. Bientôt, la plage sera de nouveau inondée. Notre mâle n'a pas de chance. La femelle qu'il poursuit n'est pas entrée dans son terrier, mais dans un trou bien trop étroit pour lui. Finalement, elle a opté pour un accouplement au grand air. Chaque espèce de crabe violoniste a sa propre danse de parade. Leurs pas et leurs figures sont aussi différents que le sont nos valses et nos rumbas. Une fois fécondée, la femelle a des milliers d'œufs accrochés aux pattes abdominales.
Elle les portera à la mer pour qu'ils éclosent et sera dorénavant insensible à la pantomime des mâles. Supposons un amoureux qui ne possède ni attribut physique particulier, ni tenue d'apparat. Eh bien, il peut recourir à un accessoire aphrodisiaque, comme le fait ce diamant à 5 couleurs. Pour séduire, il brandit un symbole de la nidification qui donne un certain panache à sa danse nuptiale. Obstinément, le prétendant reprend son numéro avec un autre objet emblématique. Un cousin du diamant à 5 couleurs est venu en curieux. C'est un diamant à gouttelettes. Mais les femelles ne semblent pas convaincues. Plumes et brindilles sont les deux matériaux avec lesquels les diamants à 5 couleurs construisent leur nid. D'où le choix de ces deux instruments lors des parades. Sautiller avec élégance, manier habilement la brindille ou la plume, chanter à ravir. Il en faut du talent pour qu'une femelle s'intéresse à vous. Et malgré la meilleure volonté, vous risquez 9 fois sur 10 d'être éconduit. Il y a bien moins de frénésie dans les amours de ces perroquets, les loriquets à tête bleue. Le couple est uni pour toute la vie, mais ne peut se passer du groupe. Les loriquets se nourrissent tous en même temps, se rassemblent la nuit dans des arbres dortoirs, et c'est souvent en chœur qu'ils exécutent leur parade, même si leur courbette ne s'adresse qu'aux partenaires attitrés. Après ce rituel destiné à réaffirmer leur union conjugale, ils sont comme soudés l'un à l'autre, inséparables. On a répertorié plus de 700 espèces d'oiseaux en Australie. La famille la plus représentée est celle qui regroupe cacatoès, perroquets et perruches. Celle-ci est une des plus gracieuses, d'où son nom de perruche élégante. À part les grands déserts du centre, les loriquets ont conquis tous les habitats australiens. Landes et bruyères, forêts d'eucalyptus, savanes arborées, forêts tropicales. Ils mangent des fruits, des baies, des graines. Et à l'aide de leur langue hérissée de papilles, ils sucent le pollen et le nectar des fleurs. À défaut de fleurs, il est facile de se désaltérer sur le plumage de son conjoint. Ces coups de bec servent aussi à déposer sur l'autre de la salive, qui distillera de subtils messages propres à renforcer les atomes crochus.
Je suis un oiseau, mais je ne vole pas. Et je couve mes œufs sans les couver. Qui suis-je? Un mégapode. Celui-ci est un talégale d'Australie. Un mâle. On le reconnaît à l'écharpe jaune assez mal repassée qu'il porte au cou. Saison des amours oblige. Il est occupé à la confection du nid qui consiste à amasser des feuilles, des brindilles, des mousses. Il devra obtenir un tumulus d'1 mètre de haut et 3 mètres de diamètre. En fait, la couvaison des œufs du talégale se fait uniquement par la chaleur de la fermentation. Ni le mâle ni la femelle ne couvront. Chaque jour, il vient changer cet humus de feuillage, veiller à ce qu'il soit aéré et trempé par la pluie, apporter s'il le faut de nouvelles substances végétales pour assurer dans son nid une production de chaleur continuelle. Plusieurs femelles seront invitées à venir pondre chacune une dizaine d'œufs au sein des différentes niches enterrées dans le tumulus. En attendant, le mâle travaille d'arrache-pied pour perfectionner sa couveuse. Comme les vaches dans nos prés, les kangourous passent de longues heures à paître et à ruminer. Dès le crépuscule, la troupe s'éparpille dans une clairière où elle broutera toute la nuit. Le groupe, la communauté, c'est important pour ces marsupiaux. Ils aiment la compagnie, la chaleur des autres, être ensemble pour tout. Les jeunes sont constamment collés à leur mère. Pour téter évidemment, mais aussi pour se faire cajoler. Il faut dire que leurs débuts dans la vie sont bien difficiles. Lorsque le bébé naît, au bout de 33 jours seulement de gestation, il n'est encore qu'un embryon. Ses yeux et ses oreilles sont à peine développés. Ses pattes arrière sont très courtes. Et pourtant, une épreuve extrêmement rude l'attend. Ramper sur le ventre de sa mère en s'agrippant à son pelage pour aller jusqu'à l'intérieur de la poche. Là, il s'accroche à une des 4 mamelles et, tout en tétant, achève de se transformer en parfait kangourou. 6 mois plus tard, il se risque à l'extérieur. Mais il lui faut 2 ou 3 mois encore pour devenir ce que les Australiens appellent un joy, un jeune kangourou autonome. Sa réelle émancipation se confirme le jour où il commence à boxer pour de faux, avec un frère ou un cousin.
Pour satisfaire au mieux les besoins de son petit, la mère le nourrit avec différents types de lait. Quand il est nouveau-né, accroché à sa tétine, il boit un lait riche en sucre. Une fois dehors, celui qu'il va téter en plongeant la tête dans la poche est beaucoup plus gras, mieux adapté à ses dépenses d'énergie. Rentrer dans cette poche, qui est à la fois un garde-manger, un refuge, un véhicule et un balcon ouvert sur le monde, c'est presque une manie chez les jeunes kangourous. Longtemps après l'avoir quitté, le Joy, même s'il est déjà bien trop grand pour cela, saisit la moindre occasion de s'y blottir de nouveau pour se reposer. Ça, c'est la position idéale. Mais que de contorsions il faut pour y parvenir. Les temps de repos sont partiellement consacrés à la toilette, chacun s'occupant lui-même de son pelage. L'entraide et l'épouillage, si importants pour d'autres sociétés animales comme celle des singes, ne sont pas de mise chez les kangourous. Les pattes antérieures, avec leurs 5 griffes, font un peigne idéal. Seule la longueur des bras laisse à désirer. Heureusement, ses bras sont juste assez longs pour les câlins. Cet oiseau est spécialisé dans le plagiat. C'est le sphécotère de Vieillot, le cousin d'Australie de notre loriot. Les mâles paradent tous ensemble. Parader est un grand mot. Ils se contentent de chanter à qui mieux mieux. Leur sérénade, ils l'ont composée en faisant quelques emprunts aux chants d'autres oiseaux, afin d'enrichir leur répertoire. Elle peut très bien changer d'une saison à l'autre. Un moyen astucieux de séduire quand on n'est ni danseur ni acrobate. On les appelle familièrement les galas. Ils sont plusieurs millions à peupler l'Australie. Et toutes les régions de l'Australie, sauf les déserts vraiment arides. Leur vrai nom est Cacatoès rosalbin, à cause de leur ventre rose ourlé de blanc. Ils se déplacent en immenses volées, selon des horaires immuables, de l'aube au crépuscule. Leur but, leur obsession, trouver de l'eau.
Parfois, le besoin de se désaltérer est tout aussi urgent pour les kangourous, malgré leur relative sobriété. Pourtant, ce qui fait courir ces deux-là, c'est autre chose. Ils ont senti de loin une prairie d'herbes fraîches et tendres qui leur fait très envie. Comble de chance, il y a un billabong tout près. Si certains oiseaux vivant dans ce milieu aride peuvent passer 2 à 3 jours sans boire, les pigeons huppés, eux, doivent étancher leur soif tous les jours. Et tous les jours aussi, ils sont d'humeur à parader. Ces perchoirs se prêtent aussi bien aux roucoulades des pigeons qu'au badinage des perruches à bonnet bleu. Couleurs éclatantes ou pastel, effets moirés ou nacrés, camailleux délicats. Il y a tout le génie d'un peintre dans le plumage des perruches. Tant qu'ils trouvent suffisamment d'herbe à brouter, les kangourous prospèrent normalement. Ils ne se reproduisent d'ailleurs que si la végétation est assez abondante. Quand elle est trop maigre, dans les périodes de sécheresse, les femelles cessent d'être fécondes. Un système très simple de régulation des naissances. Ils sont maintenant une dizaine à avoir rejoint ceux qui avaient découvert la belle prairie verte. Mais l'escapade touche à sa fin. Le crépuscule approche et les kangourous vont rejoindre le reste de la harde pour aller brouter collectivement dans une de leurs clairières habituelles. Chacun s'arrêtera en chemin au billabong pour se désaltérer une dernière fois.
Les grues Antigones ont passé leur journée dans le bush ou dans les champs cultivés à picorer des graines et des insectes. Elles regagnent à présent un marais au bord duquel elles se reposeront toute la nuit. L'Australie a connu une histoire géologique mouvementée, un isolement de 40 millions d'années, d'innombrables variations climatiques. D'où la diversité de ses paysages et sa faune unique au monde. Les aborigènes, les premiers habitants de l'Australie, racontent avec beaucoup plus de poésie la jeunesse de leur terre. C'est un dieu puissant qui a fait surgir les montagnes à la surface de l'île et qui a creusé le lit des fleuves. Il s'appelait le serpent arc-en-ciel.